What's up bro? Bonjour et bienvenue pour ce simple podcast sur les personnages super-héroïques français. Vous entendrez souvent dire que les super-héros naissent aux États-Unis dans les années 1930. Sauf que c'est faux. Eh oui, par exemple, certes, les premiers Superman sont publiés en 1938 et Batman, lui, apparaît en 1939, mais avant eux, en France, on trouve déjà, par exemple, l'Oiseleuse, ou encore d'autres personnages super-héroïques que je vais vous révéler bientôt. Donc finalement, quand on accuse les personnages super-héroïques français d'être des imitations de leurs collègues outre-Atlantique, eh bien, on a tout faux. Bon, ok, pas toujours, et en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vous savez quoi ? On n'a qu'à faire un podcast dessus. What's up, Paul? Le simple podcast du lundi. Pas toujours. Comme d'habitude, c'est un simple podcast, donc il ne sera pas exhaustif. On va pas traiter tous les aspects de la question, et d'ailleurs, nous ne parlerons que de 9 personnages super-héroïques aujourd'hui. Mais déjà, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce qui fait un super-héros ou une super-héroïne? Alors je cite, c'est un personnage fantastique doué de pouvoirs surhumains. Alors merci le Robert en ligne, mais à ce compte-là, Dracula, c'est un super-héros, ou bien Thanos. Cette définition est un peu limitée, comme vous le constatez, on va donc essayer d'en trouver une autre. Déjà, premièrement, ce sont des personnages de fiction. Ouais, super, merci. Oui, ça paraît évident, mais c'est bien de le préciser. Deuxièmement, il se distingue par des capacités hors du commun. Genre Superman tire des rayons laser par les yeux et il est capable de voler, entre autres, on peut dire qu'il a des capacités hors du commun. Spider-Man développe un 6e sens et il est capable de tirer des toiles d'araignée, il a un pouvoir hors du commun. Voilà. Et Batman et Iron Man ont le super pouvoir de l'argent. C'est pas surnaturel, mais c'est hors du commun. Troisièmement et quatrièmement, ce sont généralement des justiciers en costume. C'est un peu abrégé de dire ça, mais disons qu'ils et elles sont animés de leur propre conception de la justice et décident de mettre leur super pouvoir au service de cette justice. Le récit est souvent raconté du point de vue de ces personnages et tourné de manière à ce que les spectateurs et les spectatrices approuvent le discours et la pratique de ces super justiciers. Par exemple, les super-vilains ont eux aussi leur sens de la justice souvent, mais les auteurs et autrices de la série, des comics, des films ont fait en sorte que vous les rangiez du côté obscur de la force. Genre, ils tuent des chatons parce qu'ils sont méchants. Et non, je n'ai pas vu The Boys, donc on n'a qu'à dire que ce que j'ai dit, ça marche aussi pour ça. Même si c'est pas forcément vrai du coup. Et sinon, je pourrais toujours dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Cinquièmement, les super-héroïnes et les super-héros ont souvent au moins 2 identités. Une commune, mondaine, c'est Clark Kent, Diana Prince, Peter Parker, Bruce Wayne. C'est par ce nom et cette identité qu'il et elle se fondent dans cette masse de mortels et d'anonymes. Et l'autre, archi connue, celle qui est dressée comme un étendard au-dessus des villes où il fait bon combattre le crime. Et dans ce cas-là, c'est Batman, Superman, Spider-Man ou Wonder Woman. Sérieusement, on dirait des noms de Digimon à force. Batman, digivolve-toi en raquette de badminton man. I am raquette de badminton man. L'identité secrète finalement, ça fonctionne un peu comme le casque des Daft Punk. Et cette référence va sans doute vieillir très vite, je le sais. Autre exemple, Astérix et Obélix ont des super pouvoirs, mais ils n'ont pas de double identité, pas d'identité secrète. A priori, ce ne sont donc pas des super-héros. Enfin, mais celle-là, elle n'est pas absolument indispensable, en face des super-héroïques, on trouve généralement les super-vilains. Le Joker, Thanos, Bane, Loki, Ra's al Ghul, Lex Luthor, le Docteur Octopus, le Pingouin, le Sphinx, le Gobelin Vert, Catwoman, Poison Ivy. Oui, la plupart de ceux et celles que je cite proviennent de l'univers de Batman, mais j'y peux rien si je trouve que c'est là qu'on trouve les meilleurs antagonistes de comics de super-héros. Après tout, comme le disait Alfred Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussie est l'histoire. Mais on parlera des super-vilains une autre fois sans doute. Car aujourd'hui, il est l'heure de vous parler de 9 personnages super-héroïques français. Et je tiens à être clair, pour faire cette vidéo, je me suis fondé quasiment exclusivement sur ces 2 livres, qu'il va falloir que je rende à la bibliothèque d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par ces questions et que vous ne trouvez pas votre bonheur dans un de ces 2 ouvrages, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Numéro 1. Et commençons tout d'abord avec une entrée qui risque de vous surprendre avec le capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Quoi? Vous allez me dire, Nemo, c'est pas du tout un super-héros. Et là, loin de moi l'idée de vous contredire, mais je vais invoquer ma petite liste de tout à l'heure. Voilà.
Vive le montage, le capitaine Nemo est bien un personnage de fiction. Il dispose de capacités hors du commun, avec un arsenal complètement sidérant, une richesse pharaonique, des connaissances et une maîtrise scientifique époustouflante et très largement en avance sur son temps. Juste pour vous donner une idée, le livre sort en 1869-70 et le tout premier sous-marin au monde, c'est en 1887, soit 17 ans après la sortie du livre. Le type est donc un génie playboy millionnaire. Ça vous rappelle personne? Et puis il range son Nautilus dans une grande cave. Tiens donc, une cave. Une poulpe cave. Vous l'avez compris, le capitaine Nemo, c'est complètement et carrément l'ancêtre de Batman, voire de Iron Man, mais surtout de Batman, à sa manière. Bon, ok, pour invalider ma théorie, je ne crois pas qu'il ait de costume de super-héros. Alors peut-être que le livre le précise, mais franchement, j'ai pas le temps. En revanche, il a bien une double identité. Nemo n'est pas son vrai nom. Nemo, en latin, ça veut juste dire personne. C'est le capitaine personne. Et oui, le poisson Nemo, c'est pareil. C'est étymologiquement, littéralement, personne. En vrai, le capitaine Nemo s'appelle le prince Dakkar et c'est le fils d'un raja indien. Petite précision, quand je parle de personnages super-héroïques français, je ne fais pas tant référence à l'origine fictive des personnages, mais plutôt je fais référence au pays de sa, son ou ses créatrices ou créateurs. De même que Thor est un dieu nordique à la base, mais c'est un super-héros états-unien. Le capitaine Nemo a été créé par un auteur français, Jules Verne. Les conditions de sa création en font donc un personnage français. Et pour cette vidéo, un super-héros français. Je sais pas, si je crée un super-héros qui s'appelle Super Bob et qui défait tous les méchants de Las Vegas, ça n'en fera pas un super-héros états-unien pour autant. Disons, si vous préférez, que ça leur confère une double nationalité. Comme ça, tout le monde est content. Non? On a donc une nationalité fictive d'une part, le capitaine Nemo est indien, et une nationalité de publication d'autre part, c'est cette dernière qui nous intéresse dans cette vidéo. Et donc, dans les conditions de sa publication, le capitaine Nemo est français. Si ça suffit toujours pas, le meilleur exemple c'est peut-être Lucky Luke. Lucky Luke vit aux États-Unis. Dans la fiction, il est états-unien. N'empêche que c'est un héros belge de la bande dessinée belge. Personne ne pense à Lucky Luke quand on dit parler des personnages états-uniens. Parenthèse un peu longue, hein, mais essentielle. Donc, nationalité de fiction d'une part, nationalité de publication d'autre part. Et vous aurez peut-être remarqué que dans bon nombre de ces interprétations, le capitaine Nemo est joué par des acteurs blancs. Donc soit les réalisateurs n'ont pas vraiment fait de recherche sur les bouquins de Jules Verne, ce qui est un peu dommage quand on adapte un livre de Jules Verne, soit justement, comment dire ça, ils n'ont peut-être pas fait la différence entre sa nationalité de fiction et sa nationalité de publication. Ou alors c'est du whitewashing, allez savoir. Allez, c'est reparti. Enfin, lui aussi a un super antagoniste qu'on ne lui découvrira qu'un peu plus tard, la Grande-Bretagne. Numéro 2, Rocambole. Et alors là, comment vous dire, son histoire à lui, elle est complètement dingue. Et j'ai très envie de faire un épisode de Bal et Masque sur lui un de ces jours, donc voilà, vous êtes prévenus. Faut voir que Rocambole, ça vous parle peut-être pas aujourd'hui, mais c'était un véritable phénomène, à tel point que l'adjectif rocambolesque, ça vient de là, le terme n'existait pas avant le personnage. Et son parcours, il est absolument fascinant. Donc vous voyez, les aventures de Rocambole, c'était écrit comme ça, c'était pas des bandes dessinées. Au début, c'est un personnage assez secondaire, dans l'ombre. C'est simplement le bras droit d'un criminel d'envergure, Sir Williams. Puis il grandit en importance, il va enchaîner les coups d'éclat, les trahisons, emprunter de nouvelles identités et supprimer tous ceux qui seraient capables de le reconnaître. Vous voyez, ici, il a plus un côté Arsène Lupin, un peu. Ou la Panthère Rose. Il finira défiguré, trahi et emprisonné. Et là, il se rend compte qu'il n'y a plus personne pour le sauver, parce que, précisément, plus personne n'est en mesure de le reconnaître. En quelque sorte, il s'est tué lui-même, il a lui-même tué une de ses identités et il ne peut pas revenir en arrière. Attends, mais c'est pas un héros, ça? Attends, parce que ce qui est dingue, c'est que ce personnage effectue un virage à 180 degrés. Car l'auteur
Pierre-Alexis Ponson du Terrail, va transformer complètement le personnage dans une nouvelle saga intitulée Les Chevaliers du Clair de Lune et le faire agir du côté du bien, tout en le laissant opérer en dehors des cadres de la loi. Spécialiste de l'imposture, de la manipulation et du déguisement, il utilise tout un tas d'identités secrètes et de costumes correspondants, et désormais, il va défendre les innocents. Dans un autre roman, il deviendra le Major Avatar et il dirigera carrément une bande de malfrats repentis. Et il se retrouve à devoir affronter tout un tas de super vilains et de super vilaines, comme la Belle Jardinière, spécialiste des plantes vénéneuses. Oui, Poison Ivy avant l'heure, quoi. Bon, alors, Rocambole, super-héros ou pas? Alors si ça, c'est pas un costume de super-héros, vraiment, faut me l'expliquer. Alors oui, il ne tire pas des rayons laser par les oreilles, d'accord. Mais si Batman a eu le droit de se hisser à ce statut, je vous assure que Rocambole, par sa backstory, a au moins le droit d'accéder, si ce n'est au statut de super-héros, du moins à celui de super vilain pour la première moitié de sa carrière. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais Rocambole, c'est pas des comics. Eh bien, regardez, dans le petit journal, vous le voyez, Rocambole en bande dessinée. Numéro 3, Loisel. Ça se présente vraiment sous forme de texte, c'est un feuilleton littéraire. Créée par René Gouraud d'Ablancourt sous un alias masculinisé, elle apparaît pour la première fois le 18 juillet 1909, bien avant Batman et Superman donc, dans La Mode au Petit Journal. Et elle fait donc partie des rares figures super-héroïques féminines écrites par des femmes avant 1950. Loisel, c'était donc un feuilleton que les lectrices, car l'ouvrage était surtout destiné aux lectrices, pouvaient suivre à la parution de chaque épisode, comme c'était la mode à l'époque. Bah, comme un feuilleton, quoi. Oui, on y suit les aventures de Vega de Ortega, alias Loisel, la femme oiseau, Lady Bird. Non, pas celle-là. Ou encore Vega la magicienne. Déjà, elle coche 2 de nos 6 cases, mais aussi une 3e, puisque vous voyez assez vite qu'elle porte un costume très spécifique. Vous voyez ces ailes artificielles inspirées des machines de Léonard de Vinci, ou encore des balbutiements de l'aviation? Eh bien, elles lui servent réellement à voler. Alors Batman, t'as rien à dire? T'as pas l'impression d'avoir pompé un style, là? Mais non, mais pas du tout. Y a pas un faux raccord, là? Mais non, mais pas du tout. Vega de Ortega est une jeune orpheline recueillie par une société secrète, et grâce à cette éducation particulière, elle est dotée de capacités optimales. Ok, j'avoue, ça fait un peu penser à mon origin story. Lorsque Vega revêt cette tenue, elle devient une femme oiseau. Sa tenue volante lui permet de prendre en filature n'importe qui, en altitude. Au pire, de loin, on la prend pour un oiseau, et de près, elle suscite l'effroi, car on la prend pour un vampire. Mais bon, ça va, j'ai pompé son style, voilà, je l'ai dit. Attends, mais c'est pas tout, hein. Elle a aussi un outil de vision nocturne, mon gars. Et tout comme toi, elle est connue aussi bien pour savoir extrêmement bien se battre que pour se servir de son intellect. Et ok, puis... j'ai compris, je m'en vais. Ah, et juste pour rire un petit coup, la société secrète qu'il a enlevée et qui mêle anarchie et alchimie, et qui a inventé cette machine Lady Bird que Vega est la seule au monde capable de conduire, vous savez comment elle s'appelle, cette société? L'Étoile Noire. Quoi? Bougez pas, j'appelle George Lucas, je vais lui dire 2 mots. Et juste comme ça, en passant, Loisel, eh bien, elle coche toutes les cases de la super-héroïne. Et d'ailleurs, je me dis qu'un film sur elle, ça aurait un peu grave la classe si c'était bien fait. Psst, hé, Marvel, une héroïne pré-Batman et Superman dans un Paris 1900 avec une mystérieuse et vilaine société secrète. Ça vous dit pas? Vous avez l'air d'aimer ça dans vos films, les mystérieuses et vilaines sociétés secrètes. Non? Numéro 4, Fascinax. Oui, je sais, avec un nom pareil, on dirait un personnage d'Astérix chez les Bretons. Là encore, c'est un feuilleton littéraire. Fascinax apparaît en 1921 dans le roman Fascinax. Qui est-ce? Bah je sais pas, tu me l'as pas encore dit. C'est le titre du bouquin. Ah. Et d'ailleurs, dans la liste des 9 personnages que je vous propose aujourd'hui, ce sera le dernier à apparaître avant les premiers super-héros états-uniens. Son créateur ou sa créatrice est inconnu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que à travers 22 fascicules, on suit les aventures de George Leicester, et non pas Leicester, s'il vous plaît. Oui, enfin, si vous voulez vraiment bien le prononcer, c'est plutôt comme ça. Leicester. C'est pas tout de faire le malin, faut assumer derrière, hein. Voilà.
Là, figé comme ça, j'ai bien l'air con, c'est parfait. Un docteur anglais qui sauve un yogi de la mort aux Philippines et à qui celui-ci, par reconnaissance, enseigne des pouvoirs surnaturels phénoménaux. Il effectue un rite de passage dans une crypte, nous dit le bouquin, page 54, et il obtient des capacités incroyables. Il peut hypnotiser, il devient télépathe, il voit l'avenir. Et il met ses pouvoirs au service de la veuve et de l'orphelin. Parce que les veufs, on s'en fout, c'est ça? Oui, t'as raison, c'est con comme expression. D'ailleurs, après avoir lu quelques œuvres sur les super-héros, on se rend assez vite compte à quel point tout ça emprunte très largement à l'éthique chevaleresque telle qu'elle a été romancée. Et très vite, ce docteur Leicester affronte des menaces tout aussi hors normes dans un univers peuplé de personnages hauts en couleur et d'inventions. Donc lui, il coche même la case des super vilains, notamment un certain Numa Pergil qui possède exactement les mêmes pouvoirs que lui. C'est pas Marvel qui le renierait. Et je vous lis aussi cette phrase qui me paraît capitale. Si en 1921 les surhommes littéraires, les justiciers ou les savants d'anticipation ne manquent pas, Fascinax est le premier à incarner les trois archétypes à la fois. Ou comment la rencontre entre le capitaine Nemo, Sherlock Holmes et Georges Perec conduit à la création des super-héros. Numéro 5. Yordi. Ok, alors là, je triche un peu, j'avoue, Yordi, c'est pas à proprement parler un super-héros français. Du moins pas tout de suite. Mais il fallait absolument que je vous raconte son histoire parce que je trouve ça absolument dingue. Et puis, vous allez voir, je ne triche pas tant que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première aventure de Superman apparaît aux États-Unis en 1938. Et assez vite, le comics se retrouve traduit en français. Et d'abord dans le journal de Spirou, le 2 mars 1939. Vous le saviez, ça? Moi, j'ai été abonné à Spirou pendant très longtemps, et pourtant, je ne le savais pas. Alors, je sais, Spirou, c'est belge, et Superman, c'est états-unien, mais attendez la suite, je vous assure. Le problème, c'est la traduction. À l'époque, c'est pas vraiment envisageable de laisser le nom Superman. C'est pas vraiment l'ambiance de l'époque. Encore plusieurs dizaines d'années après la guerre, on s'évertuera encore systématiquement à traduire les titres anglophones en français. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu l'inverse. Le film s'appelle The Hangover. Très bien, en français, on va l'appeler Very Bad Trip. Bref, Superman, c'est pas envisageable de l'appeler Superman à l'époque. Mais bon, on peut pas vraiment non plus l'appeler le surhomme. Parce que oui, Superman, c'est littéralement le surhomme. Sauf que surhomme, comment dire ça, c'est déjà tout un concept en Europe en 1939. Pour rappel, l'année d'après, la Belgique et la France sont envahies par une armée dirigée par un moustachu qui est convaincu qu'il existe des Übermensch, littéralement des surhumains, et des sous-humains, et que les premiers auraient pour croisade d'exterminer les seconds. Ça fait froid dans le dos, rien que de dire ça. Oui, c'est compliqué de parler de cette époque sans parler de ça. Pour ma part, c'est une raison qui fait que j'ai toujours été très frileux par rapport aux aventures de Superman. Le journal de Spirou décide donc de rebaptiser le super-héros de Krypton ainsi, Mark, l'Hercule moderne. Donc je vous présente Mark. Et ça, en plus, c'est son identité secrète, hein. C'est un oiseau? Non. C'est un avion? Non. Non, c'est Mark. 5 jours après la Belgique, Superman débarque également en France, où il s'appelle Yordi. Pourquoi Yordi? Vous me direz, pourquoi Marc? Parce que c'est la prononciation catalane de Jordan et que c'est le nom d'un ami du type qui a fait venir Superman en France. C'est tout. Et sur les premières planches en France, on suit donc les aventures d'un super-héros complètement drapé de blanc, parce que ces aventures ne sont pas publiées en couleur, et qui porte la lettre S alors qu'il s'appelle Yordi. Bon, vous me direz, ça n'en fait toujours pas un super-héros français. Mais j'y viens. En juin 1940, pour simplifier, la maison d'édition fait le choix de se replier au sud de la ligne de démarcation dans le but d'avoir davantage de liberté. Et les aventures de Yordi sont suspendues pendant un temps. Il revient en décembre 1940 avec un nouveau costume et il devient un personnage indépendant de Superman, avec des aventures inédites. Yordi fait désormais partie de cette brochette de super-héros français qui s'inspirent très largement de Superman, mais qui ont pris leur indépendance. Et d'ailleurs, Superman lui-même ne s'inspirait-il pas de ces forains à la musculature développée et au pouvoir surhumain? L'homme fort, l'homme poisson, le briseur de chaînes, l'homme canon. À votre avis, il sort d'où le collant? Et le slip sur le collant? Bah moi j'en sais rien, mais je trouve que cette option-là,
elle est probable. Numéro 6, Athomas. J'ai bien dit Athomas et non pas Fantomas. Athomas, c'est lui. Il est là, c'est lui, Athomas. Petit bémol par rapport à notre liste de critères, lui, apparemment, il n'a pas de double identité. C'est juste Athomas. Athomas va acheter son pain, Athomas à la plage, au lavomatique. Oh bonjour monsieur Athomas. Lui sur sa boîte aux lettres, il y a carrément marqué monsieur Athomas. Hein. Bon d'accord, je déconne un peu. Mais c'est là que vous voyez les limites qu'il y a à faire une liste de critères. Regardez-moi ça et dites-moi en quoi c'est pas un super-héros sérieux. Il apparaît en janvier 1948 dans le numéro 70 de l'hebdomadaire Mon Journal. Athomas est créé par le scénariste Robert Charroux, alias Robert Grugeot, et le dessinateur Auguste Licois. On apprend toutes sortes de choses sur lui d'ailleurs dans ce bouquin. Pendant la guerre, il fustige les maquisards et il les présente comme des brutes dans la presse collaborationniste. Puis il passe chez les communistes après la guerre et il dessine les aventures de Fifi, gars du maquis. Plus tard, ce sera René Pellos qui reprendra le dessin, et d'ailleurs lui plus tard, il faudra que je vous parle d'une de ses bandes dessinées. À l'époque d'Auguste Licois, Athomas est encore un chevalier futuriste avec une lourde armure. On ne sait pas trop quels sont ses pouvoirs, hein, c'est un peu vague. On sait juste qu'il est très endurant. Pellos lui retirera l'armure, on verra donc désormais ses muscles saillants. Il est même torse nu et semble porter ce qui ressemble à un grand tatouage en forme de A, qui va même irradier dans certaines cases. Regardez, là il se sert d'un câble électrique à main nue comme d'un lasso pour électrocuter ses ennemis. Ne faites pas ça chez vous, on en meurt. Il va vivre des aventures sur la Lune, il découvre une usine de robots sous l'océan en voyageant dans un ascenseur sous-marin. Et puis quand même, c'est vachement beau. Il a la classe, Athomas. Mais ces aventures ne dureront que 16 numéros, car cette version de la revue Mon Journal cessera d'être publiée. Et puis, rien ne dit qu'il aurait survécu à la loi française de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui veut opérer une sorte de protectionnisme culturel. Du moins, c'est ce que prétendent ses défenseurs. On se dit, ouh, attention, les comics américains empêchent l'existence d'une BD franco-française, et puis on risque de pervertir notre jeunesse à la mode outre-Atlantique. Tout ça, ce sont, je cite, des illustrés gangsters qui pervertissent la jeunesse. Donc, créons une loi conservatrice pour censurer tout ça, et en plus, qui sait, elle pourra encore nous resservir dans 70 ans. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça, parce que, d'un côté, si ce genre de loi a vraiment permis à certaines BD françaises de se développer plutôt que d'avoir un seul marché écrasant et monopolistique de la bande dessinée, ça me paraît, dans ce cas-là, relativement une bonne chose. Je dis bien relativement. Mais de l'autre, c'est vraiment beaucoup trop associé à un discours xénophobe, quoi. Mais vraiment trop. Tellement que ça fait un peu questionner la bonne intention qui est censée être derrière. Et puis, justement, l'argument protectionniste, en fait, il tient pas. Il tient pas 2 secondes. Puisque la loi de 1949 a précisément tué toute cette génération de super-héros français. Et donc, si aujourd'hui on ne connaît que les personnages super-héroïques des États-Unis, c'est justement à cause de cette fameuse loi et de la commission de protection de la jeunesse. Encore une fois, aujourd'hui, je sais pas trop quoi en penser, c'est tellement pétri de contradictions dans tous les coins, mais histoire de préciser ça, Auguste Licois, vous savez, le premier dessinateur de Fascinax, mais si, vous savez, le type qui écrit dans les journaux pro-collaboration pendant la guerre et qui devient pro-résistance après la guerre. Eh bien, après la guerre, justement, il fait partie d'un syndicat qui décide qui sont les authentiques dessinateurs français. Mais encore. Il traite de faussaires de petits créateurs lyonnais qui, parfois, calquent certaines cases, mais ça, c'était une pratique courante à l'époque. Tout le monde le faisait, et d'ailleurs, figurez-vous que, lui aussi, il le faisait. Mais ça, peut-être qu'il l'avait oublié. Et il a inventé toute une série de procédés pour prouver que les bandes dessinées de son choix sont des bandes dessinées françaises. Avec l'opération cocotte en papier, par exemple. Chaque dessinateur doit mettre une cocotte en papier dans une de ses cases pour que ça serve, disons, de certificat d'authenticité. Donc voilà, quand je vous dis que le chauvinisme du super-héros, ça peut parfois craindre un petit peu, je pense à ça. À un type qui retourne sa veste pour rester au pouvoir, qui alimente les pratiques qu'il censure et qui stigmatise les auteurs qui font les mêmes choix que lui. Après des trucs comme ça, moi j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie de la part des censeurs. Que ces censeurs, ce soient des créateurs eux-mêmes, ou des fédérations du commerce, ou d'autres, il y a toujours un intérêt derrière le bien commun. Et cet intérêt, c'est le leur.
Numéro 7, Satanax. Non, c'est pas lui, lui c'est Satanas. Évidemment, tous les deux sont un remodelage du nom Satan, qui est le diable. À ne pas confondre avec un autre Satanas, lui, ni celui-ci qui s'appelle également Satanas, décidément. Alors lui, si je fais une autre vidéo sur les super-héros français, il faudra absolument que je vous en parle. Mais donc là, non, je vous parle bien de Satanax avec un X. Et les créateurs, ce sont Jean Dalvigna au scénario et Auguste Licois au dessin. Encore? Mais il en a créé combien des super-héros de l'époque? Ah oui, parler des super-héros français, c'est aussi parler de la guerre et de l'après-guerre, et de tout ce que ça implique politiquement. Satanax, c'est carrément la vedette du périodique qui porte son nom. Arsène Sattard est un greffier. Ah ouais, un greffier, quoi. Oui, un greffier. Convaincu qu'il a commis un meurtre, il va se livrer à la police, mais le père Athanase, qui est une sorte de sorcier, l'arrête et lui dit que tout ça c'était bidon, qu'il a juste fait croire à Sattard qu'il était un assassin afin de tester sa moralité. Le père Athanase lui confie des super pouvoirs et il devient Satanax, le surhomme d'une heure. Ah oui, donc là on assume le côté surhomme, d'accord. Et il a bien sûr un grand S au milieu du corps parce que Auguste Licois fait bien attention à ne rien plagier. Alors, Satanax voyage à travers le monde, et apparemment, c'est aussi hyper colonialiste, donc bon, dans quoi je me suis embarqué, moi? Avec un personnage nommé Adam, dont, je cite, « On ne sait pas trop, selon les cases, s'il s'agit d'un singe ou pas. » Oh là là, non. Et vous savez quoi? On va passer à la suite. Numéro 8, Robur. Allez, un super-héros pas problématique, s'il vous plaît. Ah, je crois que ça a l'air d'aller. Ouhouhou, on va parler théâtre. En 1882, Jules Verne, parce que oui, Jules Verne a écrit pour le théâtre, Jules Verne et Adolphe Dennery, ou Dennery, je ne sais pas, crée une pièce, Le Voyage à travers l'impossible, qui réunit de nombreux personnages de l'univers de Jules Verne. Mais ça, c'est un Marvel Cinematic Universe avant l'heure. Les décors nous montrent l'intérieur du Nautilus, ou encore le centre de la Terre, et on apprend que le capitaine Nemo a en réalité tout un tas d'identités secrètes. Et qu'en réalité, c'est également lui, le professeur Otto Lindenborg de Voyage au centre de la Terre, ou encore Michel Ardan dans De la Terre à la Lune. Mais aussi, et c'est ça qui est le plus étonnant, Maître Volsius qui dispose de capacités surnaturelles. Quand je vous dis que le capitaine Nemo c'est un super-héros, et dans cette pièce, on trouve le héros d'un autre roman de Jules Verne, Robur le Conquérant. Robur le Conquérant, publié en 1886, et donc 4 ans après la sortie de la pièce. Robur possède une double identité, d'ailleurs il cache sa véritable nationalité. Il a inventé l'Albatros, un engin qui vole en générant de l'électricité qui active tout un tas d'hélices. Il plante ses drapeaux un peu partout, comme au sommet de la Tour Eiffel, qui est alors en construction et qui n'a d'ailleurs pas encore le nom de Tour Eiffel. Et ça, ce phénomène des cartes de visite, c'est un truc qu'on retrouvera plutôt chez les archétypes des gentlemen cambrioleurs, ou chez les super vilains parfois. L'objectif de Robur, c'est juste qu'on reconnaisse les performances et la viabilité de son engin volant. Alors il enlève plusieurs membres d'un club d'aéronautes américains pour qu'ils le constatent par leurs propres yeux. Quoi? Oui, attends, le héros c'est bien lui, c'est sûr ça? Bon, je vous dis pas comment le roman se termine, pas très bien. Mais Robur revient en 1904 dans le roman Le Maître du Monde, parce qu'il a un peu changé et que désormais c'est ça son ambition, conquérir le monde. Mais donc, t'es sûr, c'est lui, le héros, vraiment? Son vaisseau, maintenant, il s'appelle l'Épouvante, et il peut aussi aller sous l'eau avec, maintenant, parce que c'est un sous-marin qui vole. Je rappelle, hein, à l'époque, l'aviation n'était pas hyper performante, et puis surtout, les premiers sous-marins n'existaient pas encore. Il dispose donc, pour l'époque, d'une force de frappe vertigineuse. En quelque sorte, d'un super pouvoir. Et après lui, d'autres auteurs créent des navigateurs terribles à son image. Un certain Robert Lavarède, il s'inspire clairement de Robur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Robert. Robur. Et comme dans le cas du capitaine Nemo qui a de fortes chances d'avoir inspiré Batman, je cite, « C'est à l'étranger qu'on va synthétiser les personnages de Jules Verne ». Mais ça n'en fait toujours pas un héros. Oui, bon, zut. En 1999, le scénariste Alan Moore et le
le dessinateur Kevin O'Neill crée la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, une série de comics britanniques au style steampunk qui réunit tout un tas de personnages de la littérature populaire du 19e siècle, le Capitaine Nemo, encore lui, le Dr Jekyll ou encore l'homme invisible. Et à un moment, Moore et O'Neill veulent leur trouver un groupe rival constitué de personnages français. Un certain Jean-Marc l'Officier leur conseille donc de réunir des personnages comme Fantomas, Arsène Lupin ou encore Robur. Et ce même Jean-Marc l'Officier crée entre 2003 et 2005, avec Randy l'Officier et Gilles Formosa, une série en 3 tomes intitulée Robur. D'ailleurs, dans cette version-là, il ressemble à ça, Robur. Robur, il devient le chef d'une rébellion après que Londres a été envahi et rasé par les Sélénites, le peuple de la Lune. Ça y est, là on peut dire que Robur est devenu un héros, vu qu'il est le chef de la résistance? Oui, bon, d'accord. C'est qui le suivant? La suivante. Et regardez-moi ça, c'est même carrément devenu, indirectement d'accord, un personnage Marvel. Vous voyez, hein, le titre Le Maître du Monde, c'est un Marvel classique de 1976, et là c'est un engin qui fait plus que penser au nouveau vaisseau de Robur. Mais c'est pas tout, il y a même un super vilain Marvel, et ça je l'ai découvert également pendant que je faisais mon montage, carrément appelé Le Maître du Monde. Or, déjà en 1976, on l'a vu, ce roman chez Marvel, il le connaissait bien, et il est donc plus que probable que ce personnage s'inspire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de Robur. Pas complètement, mais un peu. Numéro 9, Fantomette. Et on va finir avec elle parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. De tous les personnages de ma liste, c'est la seule dont j'ai suivi les aventures quand j'étais petit. Et ça me paraît donc logique de terminer par elle. Je me souviens notamment de Fantomette à la mer de sable parce que j'habitais juste à côté à l'époque. Et comme je connaissais le parc, eh bien pour moi, ça avait une toute autre saveur. En 1961, Georges Chollet écrit Les exploits de Fantomette pour la Bibliothèque Rose aux éditions Hachette. Il écrira autour de 50 romans de Fantomette. Et déjà, elle coche pas mal des cases qu'il faut remplir pour être une super-héroïne. C'est une justicière fictive, elle protège notamment la ville de Framboisie contre divers dangers, elle est costumée, les dessins sont de Jeanne Yves, et elle possède une double identité. D'ailleurs, dans les tout premiers romans, tout le jeu consiste à essayer de trouver qui est la véritable Fantomette, quelle est son identité civile. Il y aura une grande révélation au cours de l'un de ces romans. Comme vous le voyez, ce sont avant tout des romans, avec des illustrations quand même. En revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas de super pouvoir. C'est plus une super-héroïne de tous les jours, quasiment, si on en croit ce livre. Enfin, qui a quand même tout un tas de gadgets à sa ceinture ou bien dans ses talons, comme un certain Batman. Ah bah vous voyez, moi aussi je suis une source d'inspiration. Ah mais j'ai pas dit le contraire, mais elle n'a juste pas le super pouvoir d'être une héritière. Elle a également une certaine batterie de véhicules en fonction de ce que la situation exige, des bicyclettes, des vélos moteurs, une moto miniaturisée. Bon, d'accord, c'est pas la Batmobile, mais bon, elle a des adversaires redoutables, comme le terrible Masque d'Argent, un véritable génie du mal, ou bien encore Diabola ou Satanix. Voilà, si ces costumes-là, ce sont pas des choses qu'on retrouve typiquement chez les super vilains aussi, et vous me dites, ils sont masqués, ils ont visiblement un ordre d'importance en fonction des numéros, et ils ont comme emblème des hiboux, comme la cour des hiboux chez Batman. Là, on va faire un petit intermède censure. L'intermède censure! C'était gênant. Fantomette échappera à la censure de la loi de 1949. Peut-être parce que ses aventures n'étaient pas en bande dessinée, mais en roman. Mais aussi peut-être parce qu'elle est une innocente jeune fille adolescente. Ça aurait sans doute été plus compliqué avec le même costume mais un personnage de 30 ans. C'est ce que nous dit ce livre en tout cas. Je cite le livre, « Dans l'état, Fantomette apparaît comme une brave gamine, une écolière sage, serviable et altruiste, compatible avec certaines valeurs des opposants traditionnels au super-héroïsme. » Mais ne vous arrêtez pas à ça, Fantomette arrête des meurtriers en série. Et d'ailleurs, elle porte un poignard à la ceinture, tandis que sa broche en forme de F qu'elle arbore constamment dissimule, elle aussi, un autre poignard. Elle a donc tout un fantomarsenal. Non, j'essaie des trucs, hein. Georges Chollet a donc réussi le tour de force pour l'époque de faire exister une super-héroïne préparée à la violence de ses futurs combats et de la faire survivre à la censure exigeante de l'époque, notamment en s'assurant astucieusement que ses romans conservent une fonction
éducative. Ces aventures seront adaptées en bande dessinée, avec une série de 4 albums avec l'auteur original Georges Chollet au scénario, et François Krahenhals puis Andry au dessin, puis en dessin animé. C'est l'heure de la conclusion. Jusqu'à présent, j'espère que vous avez bien vu qu'il y a une histoire fascinante des personnages super-héroïques français. Et en fait, c'est un thème qui soulève beaucoup de questions complexes, avec notamment toutes les problématiques que soulève le terme de surhomme, par exemple, ou encore avec les turbulences de l'après-guerre en France, avec cette question de la censure des œuvres jeunesse après la loi 1949. Tellement que chacun de ces sujets mériterait plusieurs longues vidéos, mais je n'en ai pas le temps, ni les compétences. Cependant, ça fait partie du sujet. C'était important que j'en parle. Par ailleurs, il reste un sacré paquet de super-héroïnes et de super-héros français, mais ça sera sûrement l'occasion de sortir une autre vidéo une prochaine fois. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Mais comment est-ce qu'il a pu ne pas parler de Super Dupont, par exemple ?» Ben, j'en parlerai peut-être, mais dans une autre vidéo, un jour, qui sait, pourquoi pas. Ensuite, on constate que les critères pour être un super-héros ou une super-héroïne ne sont pas tous remplis dans les 9 portraits que j'ai dressés. Et pourtant, dans plusieurs cas, notamment dans celui d'Athomas, il n'y a pas de doute qu'il s'agisse de personnages super-héroïques. Enfin, je disais en introduction que des super-héroïques français avaient vu le jour avant Batman et Superman, mais tout ça, ce serait oublier qu'en réalité, l'origine de tous ces mythes modernes, eh bien, il faut la chercher dans les mythes anciens, et notamment du côté des mythes de l'Antiquité grecque, parce que de toutes les antiquités, c'est celle que je connais le mieux, je pense, avec un Superman quasi invincible, sauf que sa kryptonite, c'est son talon, ou encore avec Hulk. Oui d'accord, je sais, c'est encore Achille, mais ça marche. Avec Batman, avec Thor, lui d'ailleurs, on peut littéralement le chercher chez les Nordiques d'ailleurs. Et puis même avec les Avengers. Bah oui, la guerre de Troie, c'est les Avengers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient ma toute petite chaîne. On se rapproche des 500 abonnés. Vous pouvez également l'aimer et la partager, bien évidemment. Et puis nous, ben, on vous dit à dans une prochaine vidéo. C'est que le danger, la peur.